Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire donc Finance Innovation, organisé cette fois-ci avec le cabinet Layton. Donc le webinaire sera intitulé de Startup à Scale-up, tous les financements de l'innovation possible. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, si c'est possible, nous on est le leader de l'accompagnement des fintech, insurtech et acteurs du secteur financier. Donc on est là principalement pour aider à aider les startups à tisser des liens avec des partenaires nationaux, internationaux, lever des fonds et accélérer leur croissance. Voilà. Donc on est aujourd'hui très heureux de faire ce webinaire avec Layton. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. On reprendra les deux quoi qu'il arrive. Je vais maintenant laisser la parole à Florent et Rachid, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On aura une petite session Q&A à la fin du webinaire. Florent, Rachid, c'est Parfait. à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, comme l'a dit Clément. Alors, je crois qu'on a une petite déconnexion. On a une petite déconnexion de Rachid, mais du coup, je vais prendre le relais. Rachid. Donc effectivement, enchanté, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Donc l'idée avec Rachid, c'est qui est donc responsable des partenariats et moi je suis manager senior sur le pôle innovation et donc sur les différents financements qui vous intéressent aujourd'hui. Et c'était qu'on puisse vous présenter effectivement de la startup vers le scale-up. Quelles sont les bonnes questions et bonnes pratiques à se poser en termes de financement et innovation, et puis de balayer après toute la panoplie des dispositifs qui existent et leur articulation. Exactement. Malheureusement, j'ai été coupé à ma prise de parole par la connexion. Peut-être tu as apprécié. Donc, je me représente de mon côté, Reda Mouled, du groupe Layton, anciennement Senior Sales Executive, et aujourd'hui, je suis responsable des partenariats au sein du groupe Layton. On avait décidé de faire ce webinaire avec il y a très longtemps d'ailleurs avec Finance Innovation et on a finalement pu le mettre en place dans le sens où on avait beaucoup de questions de la part de certaines startups, de certaines sociétés sur les différents financements. Étant notre métier premier, la recherche de financement et dispositifs de financement, on a mis en place, surtout grâce à Florent, une sorte de parcours pas de la startup, mais on va dire de l'entreprise en elle-même et dans sa recherche de financement public notamment. Donc, ce sera l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, en espérant peut-être répondre déjà d'un point de vue général à cette temporalité, parce qu'en fait, on connaît certains financements, mais on ne connaît pas leur temporalité, quand est-ce qu'il faut aller les chercher et si vraiment on peut aller les chercher. Donc, on essaiera de répondre au mieux à ces différentes questions. Et par la suite, voilà, il y a le chat à côté et on laissera nos coordonnées pour certains si besoin d'aller plus loin dans certaines questions, dans certaines thématiques ou s'il y a des cas particuliers à voir. Dans tous les cas, on a organisé avec Finance Innovation dans les prochaines semaines une certaine présence, on va dire, pour les membres et les adhérents de Finance Innovation. C'est-à-dire que vous pourrez avoir la possibilité d'avoir accès à nos différents consultants pour avoir des réponses à des cas particuliers par rapport à vos projets ou potentiellement par rapport à vos voies de développement, peut-être à l'international ou sur certains points. Donc, de mon côté, je laisse la main à Florent qui a dû se présenter qui est manager conseil au sein du groupe. Et donc, ce que je disais, effectivement, pour rebondir sur ces Rachid, la manière dont on a construit la présentation, c'est effectivement là, vous présenter le parcours initial, les bonnes questions et bonnes pratiques à se poser avant d'entrer dans les outils de financement. L'idée, c'est que on puisse évoquer ça en 25-30 minutes pour se garder ensuite ensemble un temps de questions et de partage pour rentrer potentiellement sur des points plus précis ou des problématiques plus spécifiques que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez aujourd'hui. Le point de départ de tout ça, c'est sur la startup et son développement. On va avoir 4 grandes phases qui va être de l'idée, la construction avec l'innovation, la R&D et le développement, la phase d'industrialisation de scale-up et ensuite l'export, la vente avec, de notre expérience, 2 grands catalyseurs de succès qui va être la gestion du temps et le financement de ces différentes étapes et notamment au début qui peut être particulièrement complexe. Pour rebondir sur le financement et la gestion du temps, on est souvent face à une jungle. Pour rebondir rapidement sans rentrer dans tous les détails, on a aujourd'hui 87% des aides à l'innovation qui viennent de l'État, avec une efficacité qui est reconnue, notamment sur certains dispositifs comme le CIR et notamment pour les startups et les PME. Mais au-delà de ça, on a une problématique qui est d'avoir, par exemple, 62 dispositifs nationaux, 89 dispositifs régionaux qui évoluent en permanence et qui
ont tendance à croître, et avec une complexité des dossiers, de leur articulation, de l'éligibilité, des critères de sélection, qui peuvent du coup amener à perdre un temps énorme et à perdre une énergie et peut-être pas se focaliser sur les bons sujets. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a une source de financement qui ont des natures qui sont très diverses, avec des subventions, des avances remboursables, des prêts à taux zéro, les crédits d'impôt, les financements privés avec les levées de fonds. Il y a des activités qui vont être financées qui seront différentes d'un sujet et d'un outil à l'autre, avec de la R&D, de l'innovation, parce qu'il y a une distinction, la phase d'industrialisation, la commercialisation, l'export, des démarches éco-responsables. Il existe énormément de choses. La protection intellectuelle. Voilà. Et donc, en plus de cette complexité de dispositifs, ils auront un champ d'action et un périmètre qui va être différent et qu'il faut avoir en tête pour aller adresser le bon et pas perdre le temps pour monter un dossier qui, au final, sera pas pertinent. De plus, les taux de financement et les timings vont être hétérogènes en fonction du niveau de développement et en fonction de l'aide qu'on va adresser. Donc ça rejoint la problématique de la gestion du temps et de mettre l'effort au bon endroit. Et donc, ça veut dire être capable de se concentrer sur le core business et d'aller trouver les bons leviers de financement au bon moment, de ne pas se perdre dans cette jungle et du coup arriver à optimiser tout ça. Et donc, c'est un petit peu le but de la discussion aujourd'hui. Exactement. Concrètement, le premier point de départ, qu'on soit au début de son projet, en cours ou en phase d'industrialisation, mais c'est en fait, ça va être de se poser les bonnes questions. Les outils de financement, ils sont pas une fin en soi, ils viennent adresser, vous aider à porter la stratégie, à porter votre problématique et l'objectif. Donc la première question, c'est quels sont mon objectif ou mes objectifs stratégiques? Est-ce que je porte une nouvelle technologie, un nouveau marché? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ces domaines-là? Est-ce que je suis sur un produit ou un service? Et du coup, quels vont être mes business models qui vont en découler? Quels sont les moyens financiers et humains dont j'ai besoin pour arriver à court terme, mais aussi moyen terme et long terme? Quelle structure juridique, pacte d'actionnaires je mets en place parce que on va le voir, ça peut avoir un impact et puis ça a une importance et c'est des éléments qu'il faut avoir clarifiés avant de se lancer dans ces Tout ça doit permettre de toute manière pour vous de structurer votre projet, la démarche, de clarifier la stratégie, d'avoir ces objectifs bien en tête pour aller mobiliser les ressources au bon moment, au bon endroit. Concrètement, sur les questions à se poser en amont et à avoir en tête, et ce sera particulièrement vrai, notamment pour aller chercher des financements publics type subvention, parce que tout ça sont des éléments qui sont inhérents au financement public. L'enjeu, quand on va aller chercher par exemple des aides et subventions, c'est de montrer que la subvention, elle va permettre effectivement d'atteindre le projet, de faire croître une entreprise, de créer de l'emploi, de créer de la valeur. Et en fait, tout ça, pour le crédibiliser, ne se fera pas sans être capable de cibler les compétences dont on a besoin et les recrutements qui seront nécessaires pour avancer, d'avoir une étude de marché claire et un business model clair, ou en tout cas assez travaillé pour savoir où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on veut y aller. Quand on est sur des sujets, des problématiques de recherche, avoir une vision claire aussi de l'état de l'art et des connaissances existantes et des verrous qui vont devoir être levés. Avoir une idée effectivement du coût de tout ça et donc du financement de cette faisabilité technico-commerciale pour être capable de se dire ok, j'ai besoin d'aller chercher tant et d'avoir des statuts, des pactes d'actionnaires, de savoir quels seront les enjeux de propriété intellectuelle, savoir s'il y aura des dépôts de marque qui soient soit déjà faits, soit en cours de travail, mais avec une orientation clairement définie. Si tout ça, c'est pas clair ou il n'y a pas une roadmap qu'on peut détailler, l'idée d'aller chercher des subventions pour financer un projet, on va du coup avoir un dossier qui sera assez bancal. Il faut donner confiance à l'organisme financeur que tout ça permettra d'aboutir à de la création de valeur, à de la création de technologies, de produits, de services et à la création d'emplois. Une fois qu'on s'est dit ça, après l'idée c'est effectivement de commencer à discuter et identifier quelle cartographie je peux avoir des différents financements et lesquels je vais pouvoir solliciter et bénéficier. Il y a d'un côté des financements privés qui
permettent effectivement de cofinancer le projet et donc les étapes non financées par l'aide. Et avoir en tête aujourd'hui que quand on est une structure privée en France, on n'est jamais financé à 100%. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une part qui sera financée soit par vous-même, soit potentiellement derrière par des leveurs ou d'autres sources de financement privé. Et que ça, il faut également y avoir pensé. Et notamment, quand on va chercher des subventions, c'est quelque chose qui est vraiment regardé de près pour s'assurer que la société elle a les moyens effectivement de porter le projet et d'aboutir à ce qu'elle veut mettre en place. Les financements privés, ils peuvent permettre aussi de renforcer le projet et la structure de l'entreprise et d'avoir une dimension structurante, notamment via des fonds et potentiellement l'intégration de directeurs administratifs et financiers. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que les financements publics vont être liés aux fonds propres de l'entreprise. Et en fait, sans fonds propres, dans la majorité des cas, il ne sera pas possible, d'aller chercher des subventions, et deux, les systèmes de crédit d'impôt sont des systèmes qui permettent de récupérer sur des dépenses engagées. Donc, il va falloir pouvoir financer ce besoin en fonds de roulement. L'avantage des financements publics et qui sont en fait qu'on peut coupler avec les financements privés, c'est qu'ils sont évidemment non dilutifs. Et donc, il n'y a pas d'impact sur le capital et c'est évidemment très intéressant. Mais c'est ce que je disais avant, ils ne couvriront jamais 100% de vos dépenses. On peut effectivement, sur un même projet, cumuler des aides. Ce n'est pas parce qu'on va chercher des subventions qu'on ne pourra pas bénéficier du CIR, de la jeune entreprise innovante. Par contre, pas sur les mêmes dépenses. La notion importante à avoir en tête ici, ce n'est pas de double comptabilisation, triple comptabilisation d'une même dépense sur plusieurs aides. Et après, les temporalités, les incitations fiscales type crédit d'impôt, jeune entreprise innovante vont venir financer d'innovations passées qu'on a engagées et les subventions vont venir financer l'avenir. Et donc, c'est notamment ça qu'il faut avoir en tête pour coupler ces financements. Sur le financement de la R&D au sens large, donc on a deux grands types d'aides qui vont être les aides publiques, les aides et subventions, et donc les crédits d'impôt recherche et innovation. Sur les aides publiques, il y a 5 grandes questions à se poser pour s'orienter sur un guichet de subvention. C'est quelle est la maturité technologique, et on le verra plus tard, en fonction de la maturité technologique de mon projet, je ne vais pas adresser le même guichet, le même type de subvention. Quelle est la chronologie de mon projet et où est-ce que j'en suis dans mon projet? Quel est le budget du projet total et le budget que je cherche à faire financer? Les organismes ne vont pas financer les mêmes enveloppes de développement. Est-ce que mon projet, je le porte seul ou est-ce que c'est un projet collaboratif? Et si collaboratif, est-ce que c'est un projet collaboratif à l'échelle française, européenne? Est-ce que c'est uniquement du privé ou est-ce que c'est du privé et du public? Et ensuite, quel est le taux de succès? Alors, le taux de succès, c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'on va avoir des guichets de subvention qui vont financer qui vont être plus ou moins généreux. Le programme Horizon 2020 et le financement à l'échelle européenne sont souvent... et notamment pour ceux qui ont peut-être connu l'instrument PME, finance des enveloppes très importantes à hauteur de 70%. Donc aujourd'hui, ça fait partie des guichets les plus intéressants en termes de montant de subvention. Par contre, les taux de succès en fonction des secteurs, ils varient entre 1,5% et 4%. À côté de ça, vous allez avoir des guichets de subvention qui sont peut-être un peu moins généreux, qui vont financer de l'ordre de 40-45%. Mais par contre, avec des taux de succès de 30-40%. Et donc après, il faudra aussi être capable de se dire, est-ce que je rentre vraiment, dans quel cas je rentre vraiment, et est-ce que c'est plus intéressant d'aller chercher un hypothétique 70, ou alors de sécuriser un 40-45%. Sur la partie des crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. On y reviendra plus en détail, mais il faut être capable effectivement de se positionner par rapport à un état de l'art, un état du marché, d'adresser des problématiques, des incertitudes scientifiques et techniques. Et ils vont financer soit des démarches d'expérimentation, soit le développement d'un produit. Il faut avoir en tête sur ces crédits d'impôt qu'ils viennent financer donc, des dépenses réalisées. Ils sont déclaratifs, mais du coup soumis à contrôle fiscal. Et que donc, il faut être capable de structurer, construire proprement ces démarches pour éviter le retour de bâton dans 3 ans en cas de contrôle, avec un redressement et potentiellement des remboursements effectués. Avec du coup des organismes aujourd'hui financeurs qui ont la possibilité de mobiliser et préfinancer
ces dépenses en cours d'année pour permettre de faciliter la trésorerie sur ces problématiques-là. Et je pense notamment à un intermédiaire bancaire qui aujourd'hui est le leader sur ces sujets, qui s'appelle Neftis et dont on est un des partenaires historiques et références. Sur la timeline en fait, du financement d'un projet et la chronologie d'un projet, ce que je vous disais, c'est on va en amont du projet potentiellement aller demander des aides et subventions. Et en fait, les aides et subventions financeront jamais ce qui a déjà été fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de se projeter vers l'avenir en se disant quels sont mes projets stratégiques, lesquels je veux financer, se reposer les questions qu'on évoquait juste avant pour ensuite aller adresser les bons guichets. On va ensuite mener le projet et donc pendant la durée de vie du projet, si je regarde une année civile, on va pouvoir engager les fonds. Florent, je vous coupe juste 2 secondes. Au niveau des slides, je ne sais pas si vous les changez ou pas, mais pour l'instant, on est toujours sur la première. Ah oui, je l'ai changé, il y en a eu beaucoup même. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas eu les changements des slides. Est-ce que vous voyez les slides changer? Non, pas du tout, c'est pour ça. Et là? Toujours pas. Alors, je vais essayer autre chose. Exactement, on est minimum à la 6e ou la 7e slide et ça n'a pas du tout avancé. Je vais passer mes slides en PDF et essayer de faire du partage via PDF. Merci à tous de nous faire remarquer que ça n'avance pas. Oui, merci. Et comme j'étais en plein écran, je ne voyais pas les remarques. En effet, je voyais les sujets se avancer et dans les slides. Exactement. Alors, on va essayer du coup. En plus, c'est des belles slides, elles sont travaillées, avec un très beau design. C'est dommage que on vous les partagera aussi à la fin, mais effectivement, c'est dommage de ne pas les avoir avec le support du discours. Alors. Est-ce que tu veux que j'essaie peut-être? Non, bon, j'ai vu que ma connexion, à peine je prends la parole. Non, mais je suis en train de le basculer en PDF, ça devrait marcher un petit peu mieux. D'accord. Désolé à nos chers participants pour ce problème. Alors. Parfait. Voilà. Okay. Donc, je vais vous les repasser. Je vais reprendre 2 minutes pour les passer lentement et de toute façon, on vous partagera les slides. Donc ça, c'était l'idée de départ sur les différentes phases et sur lesquels on va pouvoir activer plusieurs leviers de financement. Ça, c'était un point rapide sur les différentes sources de financement qui existent et la problématique de pouvoir se perdre dedans. Et donc, ce qu'on se disait, c'est il y a vraiment une première étape clé sur se poser les bonnes questions pour se structurer, savoir où est-ce qu'on veut aller. Sur les bonnes questions et les problématiques initiales qui sont peut-être pas dans le cœur de l'innovation et de la R&D, mais qui sont des sujets connexes qu'il faut pouvoir avoir traités. Donc ça, c'est effectivement le sujet sur la possibilité de mixer les produits, les financements privés et publics, sachant qu'effectivement, on n'aura jamais un financement public à 100%, donc il faut l'avoir en tête, et notamment sur la question des fonds propres pour les aides et subventions, qui ne rentrent pas du tout en cours pour les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. Donc, ce que je vous disais, c'est sur les aides publiques. Voilà, il y a 5 grandes questions à avoir en tête: la maturité technologique, la chronologie du projet, le budget, est-ce qu'il est collaboratif ou non collaboratif, et quel est le taux de succès de ces aides. Quand on parle de taux de succès, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne parle pas du taux de financement, qui varie aussi, mais là vraiment combien de sociétés candidatent et combien sont financées. Et après, sur le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, on est donc sur des systèmes qui sont déclaratifs et donc soumis à contrôle fiscal. Et donc, vraiment, l'important, c'est de faire les choses proprement en amont. Déjà parce que cette cartographie de la recherche et innovation chez vous
vous permettra de vous projeter sur l'avenir pour les demandes de subventions futures, et parce que ça permettra aussi de structurer la démarche et le CIR et de le sécuriser en cas de contrôle. Donc, sur la timeline, effectivement, du financement et l'innovation, ce que je disais, c'est en amont, on va avoir les aides et subventions. Et ça, c'est des questions en fait, qu'on peut se poser tous les ans. Pendant donc, la durée du projet, on peut avoir le volet social de la jeune entreprise innovante, donc la réduction de charges patronales qui peut être activée pendant l'engagement des travaux et la réalisation des travaux. On a les solutions de préfinancement du CIR qui peuvent permettre d'apporter des solutions de trésorerie plus court terme. Et une fois qu'on a effectué les travaux, donc en année N+1, on peut récupérer donc, le volet fiscal de la JEI, donc des exonérations d'impôts, la déclaration de ces crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. On a aussi potentiellement des exonérations liées à l'IP Box, dont on reviendra un petit peu plus tard. Exact. Et aussi la mobilisation du crédit d'impôt recherche et potentiellement aussi, in fine, à la fin d'un projet, les aides à l'export pour l'internationalisation. Ceci étant dit, pour rentrer un peu plus en détail dans l'articulation de ces différentes sources de financement et donc notamment sur les aides et subventions, les aides publiques, donc, elles ont effectivement pour objectif d'inciter à la réalisation de ces projets innovants. Il y a une vraie volonté de faire émerger des leaders et des champions de demain. Et ça vient aussi soutenir la structuration de projets, les consortiums, les collaborations et potentiellement les structurations de filières. On a différentes maturités technologiques qui sont adressées et en fait, différentes strates d'organismes financeurs. Donc, vous allez avoir les 3 grandes strates qui vont être la région, ensuite l'État et l'Europe. Et donc, l'important, ça va vraiment être d'aller regarder sur quels différents guichets je suis le plus pertinent pour aller chercher les financements ou les cofinancements dont j'ai besoin. Pour vous représenter comment c'est structuré, la slide de prime abord est un peu dure à digérer, mais en fait, la logique est, vous avez l'échelle de temps et de maturité technologique en bas, avec la création d'entreprise, la conception de la faisabilité, le prototypage, les tests, l'industrialisation et la commercialisation. C'est ce qu'on vous disait, c'est que là, ça vous donne effectivement la plage et les enveloppes moyennes que viennent financer, on vous a mis sur cette slide les principales sources de financement qui existent aujourd'hui, que ce soit la création d'entreprise, sur les différentes phases et la maturité technologique. Vous avez en fonction des couleurs, si c'est la région, l'État ou l'Europe, et avec les enveloppes de financement. Donc ça permet déjà de faire un premier filtre. Et ensuite, il y a sur chaque projet des critères spécifiques qu'il va falloir aller regarder pour être capable de s'orienter correctement. Ce qui veut dire qu'avant de se lancer dans un projet, il y a 2 étapes clés qui sont effectivement l'analyse du projet et se poser les 5 grandes questions qu'on évoquait tout à l'heure, et identifier l'appel à projet, donc l'AAP, la plus pertinente et la plus adaptée. Il existe effectivement aujourd'hui des moteurs de recherche qui peuvent regarder dessus. On a effectivement, nous, au sein de Layton, développé un moteur qui s'appelle Marie, qui est accessible, qui permet de faire un premier filtre. Mais vraiment, et d'expérience, c'est là où les sociétés peuvent perdre le plus d'énergie, c'est sur partir sur le mauvais guichet et sur les mauvais éléments. Avoir en tête effectivement que dans les questions à se poser, c'est quels sont mes fonds propres et est-ce que ce sera une question rédhibitoire ou pas pour le guichet que je veux adresser. Ensuite, il y a le montage du dossier et de candidature. Avoir en tête aussi que ces dossiers-là ne se déposent pas n'importe quand dans l'année et qu'il y a des dates, des appels à projets, des deadlines. Et donc, il faut les avoir en tête aussi pour être capable de déposer ça dans les temps et pas passer à côté de la demande. Et ensuite, avoir aussi en tête qu'il y a un travail de structuration et que ces financements-là, on vous demandera des rapports d'avancement et justifier l'utilisation des fonds publics qu'on vous a alloués. Et donc, il faut être capable d'avoir une dimension de gestion de projet et de suivi des dépenses pour être capable de justifier ça. Et les subventions sont souvent débloquées en plusieurs tranches, notamment, ces reportings-là sont des jalons
intermédiaire indispensable pour pouvoir débloquer les tranches suivantes. Le dernier conseil après sur la partie subvention, la BPI aujourd'hui est un des acteurs clés de cet écosystème et de ces financements publics et a des outils financiers qui vont de la subvention à l'avance remboursable au prêt à taux zéro et une panoplie assez importante. Il est aujourd'hui primordial pour vous de connaître le chargé d'affaires BPI qui est rattaché à votre zone, de le rencontrer pour échanger avec lui présenter le projet parce que la BPI est un organisme à la fois public et privé dont les chargés d'affaires ont aussi vocation à aider les entreprises à se structurer et à potentiellement trouver le bon appel à projet. Donc ça veut dire qu'il est vraiment extrêmement important de garder un bon contact et d'initier des contacts avec la BPI qui aussi pourront vous orienter sur des sujets intéressants et des sujets pertinents et pourront aussi vous dire là, vous n'êtes pas pertinent, là, ça nous intéresse, attention aux fonds propres et vous aussi vous apporter une couche d'accompagnement sur ces sujets. Sur les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation, le crédit d'impôt recherche aujourd'hui, c'est le dispositif fiscal de référence pour l'incitation et l'aide à la recherche en France. Et notamment, les derniers rapports d'études et d'analyses ont montré un impact extrêmement fort sur le développement des startups et des PME innovantes. Et donc, c'est un vrai appui, un vrai soutien. Et en fait, la logique du crédit d'impôt recherche est de venir prendre une part du risque technique que des sociétés, des startups et des sociétés innovantes prennent pour développer des nouvelles technologies. Concrètement, le fonctionnement, c'est vous récupérez sous forme de crédit d'impôt 30% des dépenses engagées. Il y a un plafond qui est à 100 millions d'euros de dépenses annuelles et c'est 5% là. Je vous souhaite un jour d'atteindre le plafond, mais pour le moment, il y a quand même de quoi manœuvrer et jouer d'ici là. Le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est déclaratif. C'est un système qui fonctionne par projet. On identifie les projets qui répondent aux enjeux du CIR. Il y a un texte de loi et une doctrine administrative qui définissent les activités qu'on peut mettre dedans. On regarde les dépenses éligibles associées et on va déclarer le montant de crédit d'impôt recherche dans sa liasse. Et donc, il est soumis à contrôle fiscal jusqu'à 3 ans après l'année de déclaration. Sur le mode d'obtention, comme c'est un sujet fiscal, c'est un crédit d'impôt, il vient en déduction de vos impôts. Et si vous n'avez pas d'impôt, pas suffisamment d'impôt pour annuler ce CIR, ça devient une créance auprès de l'État. Et si vous êtes une PME au sens communautaire, vous pouvez en demander le remboursement immédiat. Donc, ça veut dire que ça peut devenir aussi une source de financement de trésorerie, mais ça implique effectivement d'avoir structuré sa démarche pour la sécuriser, l'avoir fait proprement et d'être capable de le justifier. Donc, ça veut dire que ce que je disais, c'est que la logique, elle fonctionne par projet. On va aller chercher quels sont les projets de recherche éligibles au CIR. On a 3 types de recherche qui sont identifiés comme éligibles, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. La logique, concrètement, c'est d'adresser un verrou technique. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le cadre de mon projet, j'ai une problématique technique pour laquelle je n'ai pas de réponse dans l'état des connaissances existantes. Pas au niveau de mon entreprise, mais vraiment d'un domaine scientifique global. Et du coup, l'absence de réponse me pose un verrou technique que je vais essayer de lever via une démarche de recherche systématique, structurée, expérimentale. Et donc, les phases de identification du projet jusqu'à la phase de prototypage et de la phase pilote sont éligibles. Mais il y a vraiment cette notion de verrou technique et d'état de l'art qui sont très fortes et qui sont la clé de la justification de l'éligibilité des projets aussi. Une fois qu'on a identifié ces projets éligibles, on va identifier les dépenses associées à ces projets pour chiffrer l'enveloppe de dépenses éligibles et dont on récupérera 30%. Et ensuite, il faut être capable de justifier en cas de contrôle et donc d'être capable d'avoir des dossiers techniques justificatifs qui font la synthèse de vos projets de recherche et qui justifient l'éligibilité au CIR selon la trame qui est imposée par le ministère de la Recherche et d'avoir la justification et les justificatifs financiers qui justifient la partie calcul. Parce que ce sont ces 2 éléments qui seront contrôlés par l'administration fiscale et potentiellement avec l'appui et le support du ministère de la Recherche. Le crédit d'impôt innovation, qui est le petit frère du crédit d'impôt recherche depuis 2013, vient lui financer des projets innovants.
Et donc, on se réfère plus à un état de l'art et donc des connaissances existantes, mais bien à un état du marché. Et donc, il vient financer le développement de produits logiciels ou physiques innovants et donc qui ont des performances qui n'existent pas sur le marché et qui ont des performances supérieures en termes de technique, d'ergonomie, d'éco-conception, de performance. Et donc, la grande différence va être état de l'art, verrou scientifique et technique avec le crédit d'impôt recherche, ou nouveaux produits innovants sur son marché pour crédit d'impôt innovation. Crédit d'impôt innovation étant réservé aux PME au sens communautaire et étant moins intéressant financièrement puisqu'on récupère 20% des dépenses éligibles plafonnées à 400 000 € par an. C'est néanmoins une phase importante. Et du coup, ce qui va être extrêmement important pour vous, c'est d'être capable de distinguer vos projets en 3 catégories. Un projet de recherche, un projet d'innovation ou un projet d'ingénierie qui ne rentrera dans aucune des 2 cases précédentes. Un corollaire du crédit d'impôt recherche qui est la jeune entreprise innovante. La jeune entreprise innovante, elle porte mal son nom. En fait, c'est une jeune entreprise de recherche. Et donc, elle est directement corrélée à votre capacité à mener des dépenses de R&D au sens du crédit d'impôt recherche et pas du crédit d'impôt innovation. J'insiste bien sur cette notion parce que la confusion est fréquente et elle peut en fait induire un risque fiscal non anticipé. Vous avez 5 conditions qui sont cumulatives à remplir à la clôture de chaque exercice pour le statut de jeune entreprise innovante. Il faut être créé depuis moins de 8 ans, mais on a donc une évolution là, récente de la doctrine qui va permettre d'étendre cette durée du dispositif. Il faut être une PME. Il faut du coup avoir une activité réellement nouvelle. Et donc, ça veut dire ne pas être issu d'une restructuration, d'une reprise d'activité ou d'une spin-off. Et il faut être autonome. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que la société soit détenue à 50% par des personnes physiques ou à 50% par des PME elles-mêmes détenues par des personnes physiques. Je m'explique. Et c'est là où je reviens sur la notion de montage juridique et financier de vos sociétés, potentiellement via aussi la détention de holding. Sur la jeune entreprise innovante, les levées de fonds, les détentions de capital et les strates et la structure juridique qu'on va donner à sa société peut avoir un impact et faire perdre ce statut qui a pourtant des bénéfices énormes. Donc concrètement, on a le droit, il faut être détenu à 50% par des personnes physiques ou une PME détenue par des personnes physiques. Donc si vous avez une strate de holding et une deuxième strate de holding et des personnes physiques au-dessus, vous perdez ce statut-là. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Et notamment, si on a activé ce statut-là, quand on va faire des évolutions du capital ou de structuration, se dire que ça peut impacter ce statut-là. Et le dernier critère, c'est que 15% des charges fiscalement déductibles de l'année considérée doivent être des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc c'est ce que je disais, c'est là où c'est intimement lié au CIR, c'est qu'il faut que chaque année, 15% des charges globales de l'entreprise soient des dépenses éligibles aussi. Une fois qu'on a validé ces 5 critères sur l'année considérée, on va pouvoir donc activer ce statut JEI qui a 2 bénéfices. Sur le volet fiscal, vous allez pouvoir avoir 100% d'exonération de votre impôt sur les sociétés la première année où vous serez bénéficiaire. Pas la première année où vous serez JEI, mais la première année où vous serez bénéficiaire. Et 50% la deuxième année où vous serez bénéficiaire. Ces 2 années-là n'ont pas besoin d'être consécutives. Avoir en tête aussi que l'exonération de la JEI d'un point de vue fiscal, elle est plafonnée au plafond des minimis, soit 200 000 € tous les 36 mois glissants. Et vous allez avoir un volet social qui a un impact énorme, qui est que vous allez avoir une réduction des exonérations de charges patronales. Et vous allez en gros passer d'un taux de charge moyen autour de 45% à un taux de charge moyen autour de 15%. Sont concernés l'ensemble du personnel qui participe aux activités de recherche et d'innovation, cette fois. On avait des litiges avec notamment l'URSSAF qui avait imposé une circulaire comme quoi il fallait que pour être éligible à ces exonérations, la personne passe à minima 50% de son temps sur les activités de recherche et d'innovation.
cette circulaire de l'URSSAF ne s'appuyait sur aucun texte de loi et on a des décisions juridiques qui sont tombées là récemment qui viennent annuler cette circulaire. Enfin, dernier volet qu'on a peu évoqué, mais en fait qui est un corollaire de vos activités, qui est le régime de l'IP Box. Et en fait, qui vient permettre, en complément de tout ça et qui est cumulable avec les subventions, les crédits d'impôt, qui vient permettre d'obtenir des réductions d'impôts sur les revenus issus de la propriété intellectuelle, mais pas que, la propriété aussi logicielle. Donc concrètement, vont être concernés dans les activités éligibles sur ce nouveau régime de l'IP Box, les brevets, les certificats d'obtention végétale, les logiciels et les revenus issus de licences logicielles. Et donc, c'est là où, effectivement, le business model, produit ou service, peut avoir un impact assez conséquent sur le financement de la structure. Des procédés de fabrication industrielle et des inventions non brevetées dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI. Concrètement, qu'est-ce que permet l'IP Box ? Elle permet d'obtenir une imposition réduite à 10% sur les produits de cession, concession et sous-concession de brevets, les logiciels sous droit d'auteur, qu'offre procédés industriels, et notamment sur les sujets logiciels et la mise à disposition de technologies, d'outils développés par des startups et vendus, commercialisés sous cet aspect-là. En faisant matcher son business model avec ces principes-là de l'IP Box, on a potentiellement un levier d'exonération d'impôts assez fort. Il faut par contre effectivement être capable de justifier les actifs éligibles et les arbitrages sur le calcul pour notamment, de la même manière que le CIR, qui dit dispositif fiscal, dit soumis à contrôle. Un point intéressant sur la capacité à cumuler le crédit d'impôt recherche et IP Box. Avoir en tête que l'IP Box va s'imputer en premier lieu sur votre impôt et dans un deuxième temps, on va imputer le crédit d'impôt recherche. Et si plus d'impôt, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le crédit d'impôt recherche, lui, devient une créance auprès de l'État et vous pouvez en obtenir le remboursement. Donc cette articulation-là permet de bénéficier des deux structures. Voilà sur ce panorama alors rapide qui donne cette vision d'ensemble. Il y a évidemment beaucoup de sujets différents et on l'a vu, beaucoup d'outils à activer, financer. Donc l'idée, c'est maintenant de voir si vous avez des questions un peu plus précises pour qu'on puisse poursuivre la discussion. Donc, je vois qu'effectivement, on a déjà quelques questions. Donc, est-ce que le montant des aides est basé également sur le chiffre d'affaires ? Alors, ça va dépendre des guichets. Les aides vont avant tout regarder les fonds propres et un niveau de fonds propres. Et notamment sur la BPI, la règle est souvent de 1 euro prêté pour 1 euro en fonds propres à minimum. Ceci étant dit, sur des gros projets, vous avez aussi des questions de chiffre d'affaires et de chiffre d'affaires futur qui vont être regardées et notamment ça peut être une manière de démontrer sa capacité à financer le projet et le reste à charge du projet. C'est le business model qui est derrière et ou le chiffre d'affaires sur cette activité, une activité corollaire qu'on est capable de produire. Exactement. Et sur les aides à l'export également, où le chiffre d'affaires est un des critères essentiels pour obtenir une aide à l'export. Oui, tout à fait. Quels sont les délais pour obtenir un rendez-vous avec la BPI, une méthode idéale d'accès? Alors, je pense que tout dépend du chargé d'affaires. En fait, tout dépend du chargé d'affaires. Vous pouvez, en fait, la première question, c'est se connecter via leur site internet, d'identifier le chargé d'affaires. Le chargé d'affaires de BPI de votre zone. Et après, c'est une prise en contact par mail pour essayer d'avoir un rendez-vous. Si on vous donne la timeline de BPI, en début d'année, généralement, ils ont assez de fonds. Et donc, c'est un moment propice pour aller les solliciter. Sur le courant de l'été, on est dans une zone un peu de flottement parce qu'on ne sait pas trop sur quel budget. Est-ce qu'on a utilisé les budgets de l'année ou pas, où est-ce qu'on se situe.
Et en fin d'année, ça peut être intéressant parce que effectivement, s'il reste des budgets à allouer, ça peut être le bon moment pour déclencher un projet. Mais pas de recette miracle. Et de la même manière que pour les échanges avec l'administration fiscale, très interlocuteur dépendant. Mais c'est pour ça que le plus tôt vous essayez cette prise de contact, le mieux est d'être capable d'expliquer le projet et d'initier cette discussion avec eux. Et souvent, c'est plus rapide quand on a déjà détecté l'aide ou la subvention en elle-même pour aller les voir, avant de peut-être aller demander en fait quel type d'aide ils peuvent. En fait, quand on a déjà identifié l'appel à projet, la demande, vous avez les modalités de dépôt et de déclaration sur la page et le site dédié à cette aide-là. Donc concrètement, la première étape sera de candidater, déposer le dossier en ligne. Et après, en fonction des appels à projets, vous allez avoir soit une rencontre avec un chargé d'affaires BPI, soit une soutenance en fonction des aides à l'échelle de l'État ou européenne, soit une réponse parce que la majorité de l'analyse et de l'examen se fait sur dossier. Alors, sur les noms des différents moteurs de recherche, on pourra effectivement avec les sites vous partager. Sur le site de Layton, vous avez accès à un moteur de recherche qui s'appelle MARIE, M-A-R-I-E, et qui vient en fait chercher dans l'ensemble des bases de données publiques des différents appels à projets, des différents guichets, et avec quelques questions pour de la sélection, quelques questions de filtre et d'arbitrage qui peuvent vous permettre de faire une première sélection, une première approche pour la sélection du meilleur appel à projet. Il y a une question sur la mobilisation du CIR. Est-ce que c'est plutôt le préfinancement du CIR ou la mobilisation des créances du crédit d'impôt recherche? Je pense plutôt préfinancement. Pardon, j'ai pas vu la question sur la partie mobilisation du crédit d'impôt recherche. Je pense que on parle plutôt de préfinancement plutôt que mobilisation. En fait, le préfinancement du CIR, et notamment via Neftis, ils viennent financer les dépenses de recherche éligibles engagées à date. Donc, en fait, ils sont capables de le faire en préfinancement, c'est-à-dire que là, typiquement, au cours de l'année 2021, ce n'est pas des prévisionnels de dépenses, mais on va regarder quelles sont les dépenses engagées à date, est-ce qu'elles sont éligibles au CIR, et à partir du moment où on a ce feu vert de Neftis, et que nous, en tant qu'auditeurs ou conseil, on dit voilà, c'est bien des dépenses éligibles, vous pouvez financer, ils font cette avance de trésorerie. Donc ça, c'est du préfinancement parce que le crédit d'impôt recherche n'est pas encore déclaré, et donc on l'appelle en germe. Et après, ils sont capables de faire de la mobilisation, c'est-à-dire si vous avez votre CIR 2020 qui est soit toujours en attente de remboursement, malheureusement, les délais sont en train de se rallonger, soit parce que vous n'êtes pas PME et donc vous ne pouvez pas obtenir le remboursement, ils sont capables de mobiliser du coup des CIR anciens, donc 19, 20, même 18. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux leviers qui permettent effectivement d'effacer cette temporalité de remboursement du crédit d'impôt recherche qui donc, se déclare en année N+1, donc avec l'alias fiscal, donc si vous clôturez à décembre au plus tard le 15 mai, avec des délais de remboursement qui vont de 6 mois à 8 mois. Donc, avoir en tête que la temporalité du remboursement... J'ai l'impression qu'on a perdu Florent. Je pense qu'on a perdu Florent, pas de souci. Je reprends de mon côté sans aucun problème. En fait, pour répondre peut-être plus rapidement à la question de vers qui se diriger, soit vous vous dirigez directement vers Neftis et à ce moment-là, ils vous enverront vers nous pour essayer de faire l'étude des projets et de voir la possibilité de préfinancement. Soit vous pouvez venir directement nous contacter. À ce moment-là, on pourra directement vous mettre en relation avec Neftis et déjà pour qu'ils aient les éléments pour pouvoir préfinancer ou non votre crédit d'impôt recherche ou potentiellement des fois le crédit d'impôt innovation, mais vraiment dans certains cas très très rares. Je pense que Florence se reconnecte de ce côté-là. Je pense qu'il y avait une autre question, si je ne me trompe pas, sur... Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Ouais, parfait. Voilà, désolé, j'ai été déconnecté. Welcome back. Alors, donc plusieurs d'autres questions.
Quel est le pourcentage de rémunération du cabinet sur l'accompagnement au financement pour les startups? Alors, en fait, cette question-là, elle varie d'une société à une autre. Il y a plusieurs, pour vous donner dans les grandes lignes, il y a plusieurs approches. Sur les systèmes de crédit d'impôt recherche, IPBox, on va regarder en fonction des projets, des activités que vous allez mener. On va regarder, nous, on va estimer la charge de travail et c'est un pourcentage qui va varier. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est un taux de succès et donc on ne se rémunère que si on trouve des financements pour vous. Après, sur les aides et subventions, quand on accompagne une société, on a 2 grandes étapes. La première, c'est discuter du projet et identifier potentiellement un guichet pertinent. Et cette phase-là, elle n'est pas rémunérée. Et ensuite, une fois qu'on a identifié un guichet pertinent et que nous, on a un track record et qu'on sait qu'on est capable de vous accompagner, dans ce cas-là, on fait un contrat sur mesure en fonction de la charge de travail. Mais voilà, il y a cette première phase de cartographie qu'on adresse ensemble pour voir s'il y a effectivement des choses à aller chercher et si on est capable de vous accompagner. Ensuite, au-delà des aides, si on s'en va, quel chemin à suivre pour que BPI entre dans le capital via des fonds VC qu'elle gère? Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez peu dans nos métiers, mais pour l'avoir croisé dans quelques cas chez nos clients, je pense que c'est une discussion à initier avec le chargé d'affaires pour être orienté potentiellement vers les bons fonds associés. Mais effectivement, la BPI sur certains sujets peut rentrer. Exactement. Ils le font de plus en plus ces dernières années dans différents secteurs d'activité. Sur la mobilisation du CIR C2I, vers qui se tourner? En fait, le partenaire dont on parle là, mais on vous le partagera peut-être sur son site internet, il s'appelle Neftis. Aujourd'hui, c'est l'acteur de référence. En fait, vous avez 3 options. Vous avez la BPI, mais la BPI le fait plus pour les PME et il vous faut un track record de CIR de 5 ans potentiellement et pas de problème financier. Donc concrètement, à part des ETI, ça n'intéresse personne et ça ne concerne pratiquement personne. Ensuite, vous pouvez aller solliciter vos banques en ayant en tête que la majorité des banques, si elles acceptent de le faire, vont le faire à des taux assez intéressants, mais vont solliciter, dans la plupart des cas, l'expertise de Neftis pour auditer le CIR et s'assurer qu'il est bien sécurisé pour pouvoir le financer. Et ensuite, Neftis. Et en fait, l'avantage de Neftis, c'est que il ne se base pas sur les critères financiers de banque pour financer ça. En fait, Neftis, c'est un intermédiaire bancaire et derrière, vous avez un fonds d'investissement. Et en fait, Neftis, ce n'est pas un prêt qu'ils vous font, c'est de la cession de créances. Donc, vous leur cédez leurs créances CIR, elle leur appartient, ils se font rembourser par l'État. Et en échange, le fonds vous ouvre une ligne de trésorerie et vous finance ce CIR. L'avantage de ça, c'est que les critères d'octroi ne sont pas les mêmes que pour une banque, là où la banque, en fonction de chiffre d'affaires et d'état financier compliqué, même temporaire, va vous dire non. Neftis, à partir du moment où le CIR est sécurisé et qu'il est sûr que le CIR sera déclaré, ils peuvent vous financer, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, même s'il y a des problématiques de trésorerie et même potentiellement très court terme. Et en plus, l'avantage de Neftis, c'est que ça s'active en moyenne, on peut récupérer les fonds en 1 mois. Et s'il y a un besoin de trésorerie vraiment urgent, et notamment pour payer des salaires en fin de mois, ça s'active en 2 semaines si vraiment il le faut. Donc, c'est intéressant de solliciter les banques parce que si les banques veulent bien le faire et va même après solliciter l'avis de Neftis, le taux d'intérêt sera plus bas. Mais dans la majorité des cas, l'acteur de référence et qui, pour le coup, sur cette fenêtre-là est seul, c'est Neftis. Et si je ne me trompe pas, ils sont également membres de Finance Innovation. Ou anciens membres, exactement. Je confirme. Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que le montant des aides est basé également sur le chiffre d'affaires Non, c'est plutôt la question. En fait, les questions elles sont plus hautes. Celle-là, je pense qu'on a déjà répondu, celle du bas. Pardon. Ok. Il y a 2 nouvelles questions. Tu as répondu à celle de la rémunération du cabinet. Elle est variable selon les cabinets, comme on avait dit, et selon les projets et la structure de la société et son potentiel d'obtention d'aide, parce que c'est souvent au pourcentage. Et voilà, il restait quels sont les avantages de la banque avec laquelle vous travaillez? Okay. Alors nous, c'est pas la banque, c'est Neftis. Nous, notre partenaire, effectivement, c'est ce que je disais, notre partenariat, il est avec Neftis, mais de la même manière que
que Neftis est partenaire de Finance Innovation. En fait, l'avantage qu'on a avec le partenariat Neftis, c'est que on est, nous, auditeurs de Neftis. Donc, quand Neftis a besoin de voir si un CIR est sécurisé, il fait appel à nous. Le corollaire de ça, c'est que quand nous, on pousse un de nos clients vers Neftis, on va auditer nos propres clients et faire cette analyse de risque qu'on fait de toute façon sur l'ensemble de nos missions et la pousser à Neftis. L'intérêt derrière, c'est que quand vous n'êtes pas client Layton et que vous allez voir Neftis ou d'un autre auditeur référencé Neftis, vous allez avoir des frais d'audit. C'est-à-dire que nous, on va facturer effectivement les frais d'audit pour cette analyse de risque. Quand vous êtes client Layton, vous n'avez pas ces frais d'audit qui représentent en moyenne entre 0,75 et 1% du montant de CIR. Donc, ça permet ça. Et après, sur les avantages Neftis en soi, c'est ce que je disais, c'est que c'est une solution de financement qui permet de répondre à des besoins de trésorerie tout au long de l'année et de ne pas attendre d'avoir déclaré son CIR et qui a la possibilité légale d'acter des financements là où certaines banques, par des règles et par de la réglementation, ne peuvent pas accorder de prêt. Bien sûr. Et après, comme l'a dit Florent, il y a certaines banques qui se sont mis également au préfinancement du crédit d'impôt recherche, mais voilà, à différents taux que propose Neftis. Je pense que la BNP le fait, si je ne me trompe pas. BNP le fait, Société Générale le fait via Neftis, Crédit Lyonnais, il me semble aussi. Enfin voilà, il y a des grandes banques qui le font, mais c'est au cas par cas. Donc de toute façon, ça vaut le coup de poser la question à votre banque. Et sinon, par contre, avoir en tête que Neftis est une solution qui est assez robuste et qui permet d'être activée rapidement. On a une question sur les quid des aides régionales et européennes et ANR. Je ne suis pas sûr d'avoir la question très claire, mais concrètement, c'est ce qu'on disait, il y a ces grandes strates qui existent. Si la question est liée au financement par Neftis des aides, des subventions, c'est pas le cas. On ne peut pas céder les créances, c'est soumis à trop d'aléas. Donc ce financement-là n'existe pas. Et ensuite, pour les aides régionales, européennes et ANR, c'est ce qu'on se disait, c'est de cartographier les différentes aides et céder des moteurs de recherche qui existent pour voir ce qui existe. Aides régionales vont pouvoir vous aider au démarrage, à l'amorçage et puis potentiellement aussi l'industrialisation. Européenne, on va être notamment sur des grands programmes de recherche, soit de R&D très fortes, soit d'industrialisation, mais avec des perspectives de développement très fortes. Et l'ANR va, elle, financer essentiellement de la recherche fondamentale et appliquée. Donc, on est vraiment sur une maturité technologique très amont. Oui, on va vous partager effectivement le lien vers le moteur Marie. On vous le partagera avec les slides de la présentation. Si je me trompe, il est plus disponible sur le site internet. Je pense qu'il était plutôt en moteur interne aujourd'hui. Oui. Je sais de l'interne qu'on va le remettre en ligne, donc on va vous le partager. Exactement. Dans tous les cas, pour tous les participants qui ont besoin de la présentation, sur le chat principal, je vous mets mon mail. Pour tous ceux qui ont besoin de la présentation, notamment sur les différentes aides, mon mail est sur le chat principal. Simplement juste m'adresser un mail parce qu'on ne pourra pas faire un envoi global et groupé par rapport à ces slides-là. Donc, si besoin, n'hésitez pas, vous m'envoyez juste un mail et dans l'heure, je vous envoie la présentation complète de tout ce qu'on a pu expliquer et tout ce que Florent a pu détailler au cours de ce webinaire. Je pense que là, d'un point de vue, Florent a balayé vraiment d'un point de vue général la globalité des aides et des financements qui sont possibles pour une société. Après, bien entendu, il y a rentrer dans le vif du sujet, c'est différent. Soit vous contactez vos financeurs directement, ou vous passez par certains cabinets qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qui peuvent, à ce moment-là, peut-être être un peu plus percutant et un peu plus performant dans cette recherche de financement. Parce que bien entendu, quand on a tous les éléments devant nous, c'est plus facile de savoir combiner et viser les bons dispositifs, on va dire. Deux points complémentaires. Une fois qu'une startup a épuisé les recours que vous proposez, quid du financement spécifique, innovation auprès des banques. Là encore, c'est vraiment du cas par cas, et c'est assez hétérogène. Par contre,
le conseil, le premier conseil, c'est celui que je donnais notamment sur le chargé d'affaires BPI, c'est effectivement de discuter avec votre banque sur les besoins de financement et de projet pour voir s'ils ont des programmes spécifiques et s'ils sont capables d'entrer dedans. Et après, effectivement, on note qu'il aurait été intéressant de présenter un cas type de parcours du combattant. C'est vrai, c'est une remarque intéressante. Je vais essayer d'y réfléchir. Pas évident parce qu'ils peuvent différer beaucoup, mais au moins dans les grandes lignes, on va essayer d'y réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait plutôt d'un parcours général. Parfait. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions et qu'on respecte l'heure à la minute près, donc c'est parfait. Un grand merci Florent et Rachid pour cette intervention complète qui, je pense, a suscité l'intérêt et les questions. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'événement sur notre chaîne YouTube d'ici quelques heures. Je viens de mettre le lien dans le chat de notre chaîne YouTube. Donc il y aura le replay de cet événement-là comme de l'intégralité des événements Finance Innovation. Florent, Rachid, un grand merci et à très bientôt. Et puis comme disait Rachid, n'hésitez pas à le contacter sur son mail pour avoir un peu plus d'informations. Exactement. Je le mets juste simplement au format diffusable par rapport à l'externe et pas en interne. Et je vous envoie pour tous ceux qui sont intéressés par ces slides et peut-être pour d'autres réponses ou peut-être pour d'autres questions. Voilà, mon mail est diffusé, également celui de Florent, donc n'hésitez pas à me contacter. Florent est assez débordé, il travaille plus que moi, donc n'hésitez pas à me spammer moi de mon côté. N'hésitez pas et avec plaisir de toute façon. Parfait, merci tout le monde. Merci beaucoup. À tous. Exactement, je remercie tout le monde en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et pour votre présence. Et merci à Finance Innovation d'avoir donné l'occasion de pouvoir présenter ces différentes aides. Avec plaisir. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.